Et voilà, Jean-Mathieu, qu'une autre grande puissance, en l'occurrence les États-Unis, reviennent aussi en Afrique. Mais oui, ce sera les 13 et 15 décembre prochains, à Washington, un sommet entre chefs d'État africains et américains annoncé donc par Joe Biden cet été, afin, selon le communiqué de la Maison-Blanche, d'entretenir les valeurs communes, d'être heureux ensemble. Et puis bon, si on peut mettre les Chinois, les Russes aussi à l'écart, ça serait mieux, parce qu'en fait c'est vraiment ça, c'est contre Xi Jinping et Vladimir Poutine qu'il faut comprendre le retour des Américains en Afrique, l'Afrique délaissée par Donald Trump. Le continent fait aujourd'hui l'objet d'une nouvelle doctrine axée sur davantage de partenariats économiques et militaires contre le terrorisme islamique. Au Maroc, en juillet dernier, dans un colloque d'affaires, la chef de la délégation américaine a promis des milliards de dollars d'investissement en Afrique. À noter d'ailleurs que Joe Biden ne s'est jamais même rendu sur le continent depuis qu'il est élu. Apparemment, il préfère les visites à domicile. Mais c'est vrai que la France, la Russie, la Chine, la Turquie organisent déjà leur propre sommet avec des pays africains. Qu'est-ce que l'Afrique, finalement, d'après vous, a tiré de ces rencontres? Pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les dirigeants africains se précipitent dans ces scénarios. C'est ce que moi j'appelle la route de la servitude volontaire. À l'heure où on se parle, ils sont à Washington, aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international. Mais le Fonds monétaire international est à la base de la majorité des problèmes que nous avons depuis 40 ans. C'est quand même incroyable. L'Afrique devrait se détourner de ces institutions internationales. Mais bien sûr, parce que plus ils se trompent, plus ils insistent. Ouais. Et on ne développe pas les autres, on se développe. Ce que je montre dans cet ouvrage, c'est que la richesse intrinsèque de l'Afrique, ce sont ses valeurs, ses traditions, et sa capacité à faire de la transformation structurelle de sa société en relation avec le reste du monde, mais c'est d'abord à elle-même qu'elle doit se parler. C'est quelque chose de fondamental. Sinon, comme vous l'avez dit, on va passer nos années dans les sommets Turquie-Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique, États-Unis-Afrique, France-Afrique, Europe-Afrique. Et pendant ce temps, rien ne bouge à l'intérieur. Disons que ça coûte beaucoup de milliers et de millions en billets d'avion. C'est bon pour Air France. Et en bilan carbone également. C'est très bon pour Air France. Et est-ce que l'un des autres problèmes auxquels se heurte l'Afrique, Kakone Bouko, c'est pas aussi, il y a évidemment son histoire, il y a l'histoire coloniale, il y a cette dépendance vis-à-vis de grandes puissances occidentales, mais est-ce que c'est pas aussi un problème propre aux élites africaines et une incurie des élites politiques ou économiques africaines de longue date, élites d'ailleurs que par définition vous avez fréquenté et croisé lorsque vous étiez ministre au Togo? Oui, et à laquelle j'appartiens. Ce qui est spécial, c'est que dans la colonisation française, c'était la doctrine de l'assimilation. Et donc, nos aînés, comme le président Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, il avait inventé le concept de France-Afrique. En fait, parce qu'on ne voulait pas, au fond, se détacher de la France. C'est ça le drame africain. C'est cette difficulté à coupler l'indépendance. Et 60 ans après les indépendances, c'est toujours de la faute de ce passé colonial, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi des fautes propres aux élites africaines? Non, la corruption notamment oui, la corruption, c'est ce qu'on a réussi le mieux à faire en Afrique depuis 60 ans. Mais il y a des choses objectives qui font que l'élite africaine veut rester connectée au reste du monde. Parce que et c'est pour ça que je parle beaucoup du franc CFA. Ce sont des véhicules financiers qui permettent au fond de vivre au-dessus de ses moyens. D'importer du champagne, des véhicules 4x4, d'importer des costumes comme moi ce soir. Mais tout ça, c'est grâce aux devises. Mais d'où viennent les devises? Du travail de nos paysans. Du coton, du café, du cacao. C'est de l'exportation de ces matières premières qui donnent ces devises. Et donc, objectivement, l'élite africaine n'est pas au service du peuple africain. C'est ça le cœur de la question. Alors c'est cette élite qui va dans les sommets. Kakone Bouko, du côté de l'Afrique, parce que depuis le début de ce conflit, Vladimir Poutine, il n'est pas aussi isolé que ça, en tout cas pas en Afrique. On se souvient qu'au moment de l'attaque de l'Ukraine par la Russie, il y a presque une vingtaine de pays africains qui ont refusé de condamner cette agression à l'ONU. Même chose cette semaine, 19 pays africains ont refusé de condamner l'annexion des 4 territoires conquis militairement par la Russie. Pourquoi est-ce qu'il est aussi populaire en Afrique, Vladimir Poutine? Pourquoi est-ce qu'il a autant d'alliés du côté de l'Afrique? Je crois que c'est ce qu'on pourrait qualifier de principe de précaution. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « quand 2 éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre ». Et j'ai l'impression que les Africains ne veulent pas rentrer dans cette affaire. C'est en dehors de ça C'est l'impression que j'ai. Et c'est pour ça que moi, je nous appelle à ne pas oublier les valeurs de respect des droits humains, la démocratie. C'est des choses très importantes. Mais c'est comme ça que je l'analyse. Évidemment, il y a des pays qui traditionnellement ont des relations avec la Russie et l'ex-URSS. Quand on prend le Mali, la plupart des cadres maliens des années 60 ont été formés en ex-Union soviétique. Mais ce n'est absolument pas le cas d'un pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai qu'on a vu aussi que la Russie, effectivement, n'agit pas en Afrique forcément uniquement pour d'excellentes raisons humanitaires. On peut penser aux agissements de la milice Wagner, évidemment, dans certains pays. Kakone Bouko qui étend son emprise, son influence commerciale sur l'Afrique aussi, qui est elle aussi extrêmement intéressée, extrêmement de plus en plus présente en Afrique. Est-ce que là aussi, les Africains accueillent les Chinois en vertu de ce proverbe que vous évoquiez tout à l'heure, ces 2 éléphants Non, il y a un autre proverbe pour ça. Allez-y. Mieux vaut un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Et donc je crois que
naturellement, les Africains veulent rester proches de l'Europe. Mais il faut reconnaître que la Chine intéresse beaucoup parce qu'elle a un récit, un narratif autour des routes de la soie. C'est l'idée de la reconquête, au fond, de la dignité. Parce qu'il ne faut jamais oublier que pour tous ces peuples périphériques, l'Occident, c'est quand même une histoire d'amour et en même temps de répulsion. C'est les dominants qu'on aimerait désormais dominer. C'est aussi sur un discours anti-occidental, vous voulez dire, que la Chine s'implante en Afrique. Bien sûr. Non, mais au-delà, on a l'impression que l'Occident n'a plus de récit pour le monde, alors que ces sociétés dites émergentes semblent avoir un récit pour le monde. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer pour une Afrique qui cherche sa voie. Alors,